François Mello, je suis le radiologue. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu le rôle que pourrait jouer le scanner. On a entendu beaucoup de choses pendant l'épidémie sur la place que pouvait avoir le scanner. Je vais vous montrer que ce n'est pas si simple. Donc quelle place éventuellement par rapport à la PCR? Est-ce que c'est un examen de dépistage? Est-ce que ça nous aide ici notamment aux urgences? Et puis est-ce que ça peut aider un peu pour le pronostic également de la maladie? En fait, la question principale, c'est quelle est la sensibilité du scanner pour faire le diagnostic du Covid. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études qui sont parues très rapidement, notamment des études chinoises, avec des résultats extrêmement variables sur la sensibilité. Au début avec des sensibilités extrêmement élevées, et puis après des études beaucoup moins optimistes. En fait, très vite, on a eu l'information que le scanner est généralement négatif chez le patient asymptomatique, mais pas toujours. Il y a aussi parfois des patients qui sont parfaitement asymptomatiques, mais qui peuvent avoir des signes au scanner. Et en général, le scanner est négatif pendant les tout premiers jours des signes cliniques, même quand le patient est symptomatique, pendant au moins 2 à 5 jours. Très fréquemment, on n'a pas d'anomalie au scanner. Et c'est vrai que si on fait par contre le scanner chez un patient qui a le Covid avéré avec des signes cliniques, là, on va trouver une sensibilité élevée. De la même façon, il faut se poser la question de la spécificité du scanner, c'est-à-dire est-ce que quand on dit qu'il y a le Covid, est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on ne se trompe pas? Et là, c'est pareil, les résultats ont été extrêmement variables, avec des spécificités parfois très élevées et parfois au contraire médiocres. Alors pourquoi? En fait, c'est que la valeur, mais c'est comme n'importe quel test, la valeur diagnostique du scanner va dépendre énormément de la probabilité pré-test dans la population chez qui on fait le scanner. Parce que comme vous allez le voir, il n'y a aucun signe spécifique en lui-même en imagerie pour faire le diagnostic de Covid. C'est comme on a vu tout à l'heure, il n'y a aucun signe clinique qui soit en lui-même suffisant pour faire le diagnostic de Covid. C'est pareil pour l'imagerie, il n'y a pas un signe clinique qui est parfaitement sensible et spécifique. Et en fait, tout dépend de la période dans laquelle on va se situer. Si on se situe en période épidémique avec une très forte prévalence de la maladie, on a un pré-test qui est positif, d'autant plus que le patient a des signes cliniques. Par contre, si on fait le test en période de prévalence extrêmement faible, un pré-test faible, surtout si le patient est asymptomatique, là, la spécificité du scanner devient très faible. Et on risque, à ce moment-là, de faire des faux positifs. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de la place du scanner? Est-ce que c'est un examen de dépistage? Certainement pas. Est-ce qu'on doit le faire chez tous les patients suspects? Non plus. Est-ce qu'on doit le faire chez tous les patients qui ont une PCR positive? Non plus. Ça, au moins, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme place du scanner si on ne le fait pas dans ces cas-là? Mais il n'y a pas une place qui est parfaitement définie, mais on peut discuter de façon, il y a un rationnel vrai pour faire un scanner chez ces patients-là. Chez le patient qui est suspect Covid, parce qu'il a des signes cliniques, mais la PCR n'est pas disponible, ou alors on va l'avoir très tardivement et on souhaiterait avoir la réponse rapide parce que ça va importer pour l'orientation du patient. Ou alors le patient est suspect Covid parce qu'il a des signes cliniques et qu'en plus il a des signes de comorbidité importants. Il est rationnel de faire chez ces patients-là un scanner. C'est important aussi, notamment ici, pour orienter le patient qui arrive aux urgences, avec une suspicion Covid. Si le patient est dans un état grave, pas le patient ambulatoire, mais avec des signes cliniques qui sont avancés, on peut se poser la question de faire le scanner parce que ça va aider à la décision. Ça ne sera pas l'élément unique, mais ça va aider à la décision. Est-ce qu'on hospitalise le patient? Est-ce qu'on l'isole? Ou est-ce qu'il retourne à la maison? On a déjà suffisamment parlé donc, du cas de l'embolie pulmonaire. Bien entendu, un patient qui est suspect Covid, avec en plus des signes qui font rechercher l'embolie pulmonaire ou un tableau avec les dédimères qui font suspecter l'embolie pulmonaire, bien entendu, il faut faire un scanner chez ce patient-là et on aura à la fois l'analyse du parenchyme pour les signes de la maladie et en plus la recherche d'embolie pulmonaire. Et ce qui est très important aussi, c'est le scanner pour exclure en fait d'autres diagnostics. Parce que même si les signes, vous allez voir, du scanner ne sont pas spécifiques, il y a beaucoup de signes qu'on ne voit pas, par contre, chez les patients qui ont le Covid. Et quand on va trouver des signes d'inflammation bronchique,
quand on va trouver des signes d'insuffisance cardiaque isolés. Tout ça, ce sont des signes qui, même si les patients qui font la maladie peuvent aussi avoir une insuffisance cardiaque par la suite, mais tout ça, ce sont des signes qui ne sont atypiques, en tout cas, pour le diagnostic initial de la maladie. Alors, le scanner, en plus, pour nous, ça va avoir dans le flux de patients qu'on accueille en imagerie, le fait de faire des scanners pour ces patients-là, ça induit une organisation très spécifique. Il faut faire une filière de patients spécifique pour ces patients-là. Nous, on a la chance d'avoir 2 scanners. Donc, pendant la période du mois de mars, on avait pu dédier un de nos scanners à ces patients-là. Mais ça impacte de façon quand même majeure notre activité. C'était faisable au mois de mars parce que l'hôpital s'est mis à l'arrêt et on n'a pas fait autre chose. Ça sera beaucoup plus compliqué s'il y avait une épidémie d'une grande ampleur, tout en essayant de continuer à travailler normalement pour les autres patients. Là, ça serait vraiment compliqué, puisque ce sont des patients avec lesquels on va prendre beaucoup plus de temps, puisqu'on prend beaucoup plus de mesures de protection, à la fois pour le patient et pour le personnel. L'enjeu étant bien entendu la iatrogénie effectivement de cette maladie et ne pas propager la maladie dans l'établissement via la radio, bien évidemment. Alors, un mot quand même de sémiologie, parce que l'imagerie, sans voir des images, c'est quand même tristouné. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette maladie? Donc, des signes qui sont peu spécifiques, en fait. C'est du verre dépoli, c'est-à-dire des opacités peu denses dans le poumon, qui sont parfois pseudonodulaires, qui sont plutôt bilatérales, plutôt symétriques, plutôt disséminées, qui sont associées à des zones de condensation, c'est-à-dire des opacités beaucoup plus marquées dans ces zones-là. Et puis, comme je vous le disais, il n'y a pas d'anomalie bronchique, il n'y a généralement pas d'épanchements pleuraux, en tout cas au début de la maladie. Et puis, on peut trouver autre chose, donc l'embolie pulmonaire, les complications cardiaques, puisque les patients peuvent faire au cours de l'évolution des stigmates d'insuffisance cardiaque, et puis aussi de surinfection, même si dans l'ensemble, ça a été quelque chose de rare d'avoir des surinfections chez ces patients. Alors, vous voyez ces images, donc elles ont toutes en commun d'avoir donc ces opacités peu denses, disséminées, bilatérales. Quand on est en période épidémique de Covid, notamment l'image du milieu de la première ligne, ça c'est extrêmement évocateur du Covid. Quand on n'est pas du tout en période de Covid, ça peut être tout à fait autre chose aussi. On voit ça, il y a toute une liste de pathologies qui pourraient donner également les mêmes signes. Alors ce qui est assez évocateur aussi, c'est l'association avec des zones de condensation. Vous voyez que ça peut être parfois nodulaire. Donc ça aussi c'est très évocateur de la maladie, surtout quand c'est isolé. Et l'intérêt aussi de l'imagerie va être de pouvoir suivre bien sûr l'évolution des patients les plus graves. Et vous voyez qu'en fait, donc ça commence par du verre dépoli peu dense, mais le devenir, quand la maladie s'aggrave, c'est la condensation progressive de ces zones. Et ça a été le cas des patients, donc, notamment de réanimation. Et en fait, il est intéressant non seulement de faire le diagnostic par la probabilité de diagnostic compte tenu des signes qu'on trouve, mais aussi le scanner va avoir un intérêt pour évaluer d'emblée la gravité de la maladie en scorant, alors soit visuellement, soit de façon automatisée, vous allez voir, le taux de parenchyme qui est atteint par la maladie. C'est tout simple, c'est quel est le pourcentage d'opacité par rapport à la surface des poumons sur les coupes. Et on peut, donc, soit avec un score visuel, mais qui est assez peu reproductible, soit avec un score qui peut être automatisé. Et nous, à fois, j'en ai participé avec l'entreprise Siemens à faire un logiciel de contourage automatique grâce à l'intelligence artificielle, très rapidement mettre au point un logiciel qui permet de contourer les zones anormales et de les quantifier. Et en quantifiant d'ailleurs séparément éventuellement les zones de verre dépoli et les zones de condensation. Donc on peut avoir cette information. Voilà, en contourant, la machine contourne de façon automatique les zones de faible densité et aussi les zones de forte densité pour donner un score. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on sait que le scan initial est en fait déjà porteur de facteurs pronostiques. On sait que l'étendue de la maladie sur le scanner initial permet déjà de connaître une partie de l'évolution du patient. Vous voyez que la colonne de gauche, le patient n'avait pas d'anomalie au scan. Eh bien, en bleu, c'est une évolution non sévère.
Et les colonnes d'après, c'est soit donc 10%, 10 à 25%, 25 à 50% de la surface, 50 à 75% ou plus de la surface du poumon qui était atteinte. Eh bien, on sait que dans ces cas-là, l'évolution, elle va être d'autant plus sévère, avec une proportion de patients qui va terminer en réanimation qui est d'autant plus élevée que l'atteinte initiale était marquée. Voilà, juste un mot pour le suivi. Pour l'instant, la question reste encore ouverte. On est simplement en train d'évaluer ces patients. Tout ce qu'on sait, c'est que les opacités régressent lentement, mais que dans l'immense majorité des cas, elles régressent. Il peut y avoir parfois des images persistantes. L'enjeu est de savoir chez ces patients, va-t-il y avoir notamment des fibroses qui vont s'installer chez des patients? Sans doute, maintenant quelle est la proportion, elle est probablement rare, mais voilà, on est en train d'évaluer les patients qui ont été atteints par la première vague du printemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter.